Donc, le compte administratif permet chaque année de comparer ce qui a été réalisé avec ce qui a été annoncé lors du budget primitif. Pour 2024, nous notons le flou habituel autour de l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Elle est expliquée surtout par les salaires, donc décisions nationales et locales, et par les charges à caractère général, l'inflation. Surtout n'étant pas tout, un audit complet au début du prochain mandat permettra certainement d'avoir des réponses. Madame Ferrand-Lefranc, je vous proposerai que nous restions dans le cadre d'un conseil municipal. Vous n'êtes pas en campagne, madame. Merci. Est-ce qu'il est possible de continuer? Oui, mais vous restez dans le cadre du conseil municipal, s'il vous plaît. Vos choix politiques d'avance de subventions, SCA, Arpège et Trémolo, Carnaval, qui font augmenter les charges de gestion courante, et nous en reparlerons à propos de la subvention à l'association du Carnaval. Nous notons aussi la baisse des droits de mutation, 1,8 million contre 2,13 millions, malgré la multiplication des programmes de promotion immobilière sur Albi. Et nous notons aussi le rôle de tiroir-caisse de l'agglomération pour 3 millions d'euros, 1,24 million de dotation de solidarité communautaire en recettes de fonctionnement et 1,75 million en fonds de concours en recettes d'investissement. À propos de tiroir-caisse, de façon étonnante, nous notons ce soir l'absence d'une délibération en miroir de la subvention au comité des œuvres sociales, donc qui passe au conseil d'agglomération demain. Donc, faut-il comprendre que seule l'agglomération financera? C'est une question. Pour les dépenses d'investissement, l'actuelle canicule fait vivre aux enfants et aux adultes travaillant dans les écoles l'urgente nécessité de la rénovation des écoles. Il est loin le temps où, face à notre proposition d'investissement massif dans cette rénovation, vous nous expliquiez l'impossibilité de faire plus d'une école par an, les travaux étant un investissement lourd qui ne pouvait se faire que l'été, quand l'école est fermée, alors que peu d'entreprises du bâtiment travaillaient à cette période. L'isolation des écoles et de façon plus large des bâtiments publics, notamment ceux dans lesquels travaillent les agents, est à placer en tête de liste. À propos de la halte garderie de la Négrouillère, une remarque sur le qualificatif de nouvelle. Le bâtiment est nouveau. La halte garderie existait déjà au centre social de Cantepont, dont vous avez fait démolir le bâtiment cette année. La halte garderie a été simplement transférée. La ville n'a pas créé de halte garderie supplémentaire. D'ailleurs, question au sujet de ce site, où en est le projet d'accueil spécifique d'enfants porteurs de handicap? Concernant l'analyse par projet, se pose toujours la question des frais d'études conséquents. Donc on note par exemple 1,2 million dans le chapitre patrimoine bâtiments communaux, dont nous ne connaissons jamais les résultats. Par exemple, question, qu'a donné l'étude sur la végétalisation des toitures des commerces au pied de l'église Saint-Salvi? Enfin, ma question récurrente sur le budget de l'aménagement des quartiers. Chaque année, je demande pourquoi le taux d'utilisation des crédits est si bas sur ce sujet. Chaque année, vous me répondez que ce sera fait l'année prochaine. Excusez-nous, on n'a pas compris. Sur quoi les quartiers? L'aménagement des quartiers. Oui. Donc, je reprends pour que vous compreniez bien. Enfin, ma question oui, je vous en suis reconnaissante, madame, c'est très gentil. Ma question récurrente sur le budget de l'aménagement des quartiers. Chaque année, je demande pourquoi le taux d'utilisation des crédits est si bas. Chaque année, vous me répondez que ce sera fait l'année prochaine. Nous sommes au dernier compte administratif
vu dans ce mandat, je constate qu'aucun rattrapage n'a eu lieu. En 2024, 50% des crédits de ce chapitre n'ont pas été utilisés, dont 86% des frais d'études. Merci pour vos réponses. Juste, on a besoin d'une petite précision sur les 50% de crédits non utilisés, parce qu'alors là, on ne sait pas bien où vous êtes allé chercher ce chiffre-là. Donc, on veut bien une petite explication sur ce chiffre que vous annoncez, s'il vous plaît. Oui, donc, sur les travaux des écoles qui concernent l'amélioration et la rénovation énergétique des bâtiments et les cours d'école, ce sont plus de 16 millions d'euros de travaux qui sont réalisés depuis le début du mandat, essentiellement dans les programmes de rénovation, à savoir qu'effectivement, au début du mandat, nous travaillons avec des entreprises qui n'intervenaient que pendant le temps de vacances scolaires et qu'on s'est aperçu rapidement à la suite du Covid qu'il était impossible de maîtriser les délais de travaux et que nous avons des projets ambitieux pour nos écoles. Donc on a changer notre façon de faire et on travaille maintenant en site occupé. C'est comme ça que Reissac, les travaux ont débuté au début de l'été dernier et se finiront à la fin de cet été, que Rochegude, les travaux ont débuté au début de l'année et se termineront au mois de novembre, parce que ce sont des gros projets et qu'on s'est bien aperçu que si on travaille que pendant les vacances d'été, on fait que du petit bricolage. Quant à ce qui concerne les cours d'école, vous aurez les montants tout à l'heure des projets en cours. Madame Ferrand-Lefranc, voilà, votre remarque principale portée sur les écoles. Je suis surpris de vous entendre dire que peu se fait pour les écoles. Marie-Corinne Fortin vous a répondu. 16 millions d'euros depuis le début du mandat. C'est une des priorités d'investissement et ça n'est pas rien. À vous entendre, l'agglomération subit tout un tas de choses, tout un tas de malheurs. Je me permets juste de vous redire que l'agglomération, c'est nous. Et l'agglomération, il n'y a pas une délibération qui ne soit pas votée à la majorité. Donc l'agglomération, elle fait des choix qui lui appartiennent, qui ne sont peut-être pas ceux que vous auriez voulu, mais l'agglomération, elle fait des choix dans l'intérêt de la majorité, si possible de l'unanimité, mais dans l'intérêt de la majorité. Et l'agglomération, elle est tout à fait capable de se défendre si quelqu'un lui veut du mal, ne vous inquiétez pas. Je voulais aussi vous redire, madame, que si vous n'avez pas vu la délibération du COS, c'est juste parce que la ville remplit déjà ses obligations et que c'est l'agglomération qui était un peu en deçà. Donc oui, je vous remercie de me donner l'occasion de dire que depuis des années, la ville accompagne bien ses agents à travers le COS et que l'agglomération va très rapidement en faire de même. Mais effectivement, vous avez raison de laisser planer le doute, c'est toujours un petit peu votre marque de fabrique, tout comme les frais d'études. Je me permets de vous rappeler qu'ils comportent également les frais de maître d'œuvre, donc les architectes. Sur la rénovation des écoles, Madame Fortin y reviendra tout à l'heure. La halte garderie, je pense que la provocation a des limites. La halte garderie de Cantepeau, je ne peux pas vous laisser dire qu'on a juste reconstruit à l'identique l'offre qui était à côté. Il y a des places en plus, il y a un cadre paysager, il y a un cadre privilégié, il y a une certaine sérénité pour à la fois les enfants mais également les agents et les parents. Donc je ne peux pas vous empêcher de provoquer à chacune de vos prises de parole. C'est sûrement dans votre ADN, il n'y a pas de problème. Continuez à provoquer, nous on continue à travailler. Et effectivement, on est très fiers de cette halte garderie de la Négrouillère qui donne un cadre à la fois de travail mais aussi d'accueil de nos jeunes albigeois qui est absolument exceptionnel. S'agissant du projet qui a été prévu à côté, il appartient à une structure qui n'est pas celle du conseil municipal, donc je vous engage à leur poser la question et ils répondront sûrement à votre question. S'agissant de l'aménagement des quartiers, alors là, je vous avoue que, non pas je suis sans voix parce que vous n'y arriverez pas à me laisser sans voix, mais je dois dire qu'au moment où les travaux de la Panouse sont en train de prendre une dimension absolument exceptionnelle, nous entendre dire qu'on ne fait pas de travaux d'aménagement dans les quartiers, ça vous appartient, mais je pense que ça fait partie de cette provocation qui vous va, normalement on devrait dire si bien, mais oui, qui vous va si bien, effectivement. Et puis surtout, je voudrais terminer mes réponses en vous disant vive Pause Guitare, vive les 1800 bénévoles qui s'y impliquent, vive les tarifs proposés à des places justement disponibles et attractives pour tous ou pour le plus grand nombre.
Et je peux vous dire que c'est peut-être pas votre cas, mais nous, on est drôlement fiers de soutenir Pause Guitare. Je laisse maintenant Michel Franck procéder au vote du compte administratif. Franck, il m'avait été posé une question à laquelle je peux répondre à propos de la référence sur l'aménagement des quartiers. Donc c'est en page 39. Les crédits ouverts sont pour 1 million, plus d'1 million, et les crédits sans emploi sont de 530 000 euros. Voilà. Il ressort à l'évidence des interventions décousues des groupes d'opposition que la rigueur, le sérieux et la pertinence de votre gestion, monsieur l'adjoint aux finances, n'est pas remis en cause. Bien au contraire, l'essentiel est bien là. Je voudrais juste préciser que dans les 500 000, enfin dans la somme sur laquelle vous vous interrogez, une bonne partie est d'ores et déjà l'objet de report pour l'année prochaine, à la fois à travers des travaux de vidéoprotection, des travaux de voirie, de réseau, des travaux liés aux pupes masse de blanc. Donc vous devriez retrouver tout ça assez rapidement. Et même si on entend bien dans certains propos que la manière dont sont rédigés ces documents et dont sont organisées les opérations financières de la ville pourrait laisser à désirer, je tenais en notre nom à tous à remercier très sincèrement M. Avizou, directeur du service des finances mutualisées ville et agglomération, ainsi que toutes ses équipes pour le travail absolument remarquable qui est fait, et associer bien évidemment à ces remerciements Roland Gilles. C'était deux remarques sous forme de questions. On votera déjà pour cette convention. C'est une remarque parce que je m'attendais quand même à un propos un peu plus général. Ces places là qui nous sont proposées vont-elles suffire à satisfaire la demande? Et comment cette demande de crèche, d'enfants en crèche, évolue depuis quelques années sur Albi? J'aimerais bien le savoir un petit peu. S'il y a une file d'attente, si elle est longue, voilà, j'ai du mal à juger. Par ailleurs, je regardais la fois dernière les sommes, là, dans le cadre d'économie d'échelle, je constate quand même, si je comprends bien, que le coût d'un enfant à crèche baisse. Je suis content pour le budget municipal, mais je m'interroge sur le maintien du service qui est fourni. On passe, si on regarde, de 6 321 € contre 8 310 € par place. Donc si je fais le calcul, et si je comprends bien, c'est 24% en moins. C'est pas mal. Alors on fait pareil, si vous voulez, avec moins d'argent. J'arrive pas trop à comprendre. À un moment où, évidemment, il y a des urgences au niveau de la formation des personnels, au niveau de l'accueil des petits. Voilà, c'est tout, c'était mes remarques. Oui, alors, la différence de 6 321 contre 8 310, c'est la CAF qui donne beaucoup plus qu'avant. D'accord. Déjà ça. Après, au début, là, vous avez... oui, savoir la file d'attente, on en a beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de naissances. Pardon, j'entends pas. Il y a beaucoup moins de naissances, donc il y a beaucoup moins de files d'attente. Il n'y a pas d'attente tellement pour les crèches. Et là, on a quand même un bon... On a fait une commission la semaine dernière et il y en a très peu qui ont été refusés. Très très peu par rapport à il y a 10 ans. Nous sommes très favorables à la maison d'assistants maternels. Mais nous sommes opposés à cette acquisition car cette maison est précisément située au bord de la rocade. Vos critères de choix du lieu n'ont visiblement pas intégré la qualité de l'environnement, bruit et pollution de l'air. C'est pourtant un établissement recevant de très jeunes enfants. Après tout, ça ne sera que la 4e fois de ce mandat que nous constatons cette anomalie, après la création d'une rue derrière l'école Saint-Exupéry, la création d'une rue le long de la crèche Mosaïque et la création d'une rue devant la halte garderie de la Négrouillère. Albi est une ville santé OMS, une ville amie des enfants, une ville signataire de la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Albi a un adjoint au maire à la santé, qui plus est président national de l'association élue santé publique et territoire. Mais à quoi servent ces titres, chartes et labels, s'ils ne servent pas concrètement la santé de nos enfants? Un autre exemple concret d'actualité.
l'absence de protocole pour des dispositions canicules dans les écoles. Pourtant, nous connaissons l'impact de la canicule dans les écoles albigeoises puisque vous aviez été amenés à les fermer quelques jours en 2022. Pourtant, nous avons été prévenus de l'actuel épisode de canicule précoce. Malgré cela, des repas à faire chauffer ont été livrés aujourd'hui par la cuisine centrale, faisant monter la température dans les espaces de restauration jusqu'à 35 degrés neufs. En matière de santé, il y a un fossé entre votre large et permanente communication et la réalité de vos priorités. Vous êtes tellement prévisible. Ça en devient amusant. Alors, s'agissant de la restauration à midi, c'est drôle que vous disiez ça parce que c'est exactement la question que nous a posée la CGT. Donc, on va vous répondre exactement comme à la CGT. Pour aujourd'hui, le menu était déjà prévu. Donc, on n'allait quand même pas jeter toute la nourriture, à moins que vous me disiez que c'est mieux. Mais effectivement, il y aura 3 repas froids cette semaine. Donc, que les choses soient assez claires là-dessus. Mais peut-être, effectivement, allez-vous me dire que jeter de la nourriture, c'est mieux. Je ne sais pas, je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller. Donc là-dessus, très clairement, ayez un petit peu conscience de la réalité des choses et de la manière dont se font les choses. Je vais laisser Madame Fortin vous parler du protocole pour les écoles, à moins que... Allez. Lors de sa délibération, elle y reviendra. Je me permets juste de vous rappeler qu'en période de canicule orange, il n'y a pas de fermeture d'école et qu'aujourd'hui, nous comptabilisons en France 200 écoles fermées sur 42 000. D'accord ? Donc, il ne faut pas tout de suite alerter tout le monde, il faut essayer de trouver des solutions. Et Madame Fortin vous le dira mieux que moi parce que c'est son expression, mais parfois, il vaut mieux que les enfants soient à l'école avec des activités adaptées, sous un arbre, dans une cour végétalisée, plutôt que dans un appartement surchauffé. Mais elle vous le redira tout à l'heure bien mieux que moi parce que c'est elle qui a cette attention effectivement portée aux plus jeunes. Je voudrais juste en profiter, puisque vous parlez de la canicule, pour vous rappeler que aujourd'hui, nous sommes 84 départements en France inscrits sous vigilance orange. Demain, il y a 12 ou 14, je ne sais plus, départements qui vont passer en canicule rouge, mais pas nous. Je voulais aussi vous dire que le CCS aujourd'hui a passé 749 appels, 316 qui n'ont pas répondu, 433 pour lesquels ils ont eu une réponse, pour les 427 inscrits sur le registre canicule. Nous avons, Madame Bentaïba, Madame Lacaze, Madame Hatt, distribué 400 bouteilles d'eau supplémentaires avec le portage des repas à domicile aujourd'hui. Et je pense que nous sommes dans cette salle, un certain nombre à avoir travaillé une partie de l'après-midi hier pour mettre en place tous les dispositifs pour que tout soit prêt pour ce matin. Et puis concernant les repas, c'est une question à poser, toute simple, c'est combien de temps avant se prévoient les repas? Alors, Madame Bentaïba, combien de temps avant se prévoient les repas? La prévision les menus sont établis sur une période de 3 semaines. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de protocole canicule par rapport à ça, c'est-à-dire de réajustement qui peut se faire par rapport au repas. Mais comment vous pouvez dire ça, Madame Bentaïba, s'il vous plaît? Non, Madame Ferrand-Lefranc, on a bien compris. Je pose la question. En fait, depuis début juin, il y a énormément de repas froids qui sont servis par la cuisine centrale pour les enfants, mais je ne crois pas en même temps qu'il soit complètement contre-indiqué de manger chaud et de boire chaud quand il fait chaud. On sait ce que vous allez dire. On sait ce que vous allez dire. Madame Ferrand-Lefranc va te dire, Zora. Il y a en revanche, en moyenne entre 2 et 3 repas froids qui sont servis par semaine depuis début juin. Donc il y a un protocole, mais on ne sert pas que des repas froids. Merci. Voilà. Par respect pour cet événement populaire et pour l'énorme investissement des bénévoles de l'association, nous voterons pour cette subvention. Cependant, avec cette délibération, la logique de la subvention est changée.
son versement n'est plus à terme échu, mais à échoir, c'est-à-dire que l'on paye avant la réalisation. Donc, selon votre proposition, l'association du carnaval, finalement, percevrait 3 fois la subvention à 1 an, la subvention 2025 votée en décembre 2024, la subvention 2026 votée ce jour, donc 6 mois après, et, si j'ai bien compris, la subvention 2027 qui serait votée dans 6 mois en décembre. 3 fois 145 000 €, ça fait 435 000 € à 1 an. Donc nous comprenons que cette association a de grands problèmes de trésorerie, vous venez d'en parler. Nous attendons qu'elle puisse, par des actions fortes, retrouver rapidement une trésorerie saine. Nous alertons aussi le conseil municipal. Si cette logique de subvention avant réalisation était demandée par toutes les associations en difficulté financière, la collectivité aurait probablement du mal à y répondre. Afin de mieux prendre la situation, afin de mieux comprendre la situation qui a conduit à cette délibération, nous vous demandons l'extrait de procès-verbal de l'Assemblée générale de cette association, le rapport moral et le rapport financier avec bilan comptable pour les années 2023 et 2024. Ces documents sont en votre possession puisqu'ils sont obligatoires pour le versement de toute subvention. En espérant que nous n'aurons pas à solliciter de nouveau la commission d'accès aux documents administratifs, ni à aller jusqu'au tribunal administratif, comme nous avons été malheureusement obligés de le faire pour les documents de 2022. Certes, nous avons eu la satisfaction d'avoir enfin ces documents au bout de presque 1 an de procédure et de vous voir aussi condamné par le tribunal administratif. Mais nous déplorons votre absence de considération pour des demandes légitimes, y compris quand elles émanent d'une autorité administrative comme la CADA. Alors, on va se répondre tout de suite sur les demandes. Là, j'ai la liste de tout ce que vous nous avez demandé depuis quelques mois. La moitié, qu'est-ce que je dis, les 3/4 de ce que vous nous demandez, c'est accessible de manière libre sur le site, sur un certain nombre de bases auxquelles vous avez tout à fait l'accès. Donc, peut-être, avant de nous donner des leçons, pourriez-vous commencer par vous-même faire un petit effort pour essayer d'accéder librement aux documents qui sont mis publiquement à disposition de vous, mais également de toutes celles et ceux qui souhaitent les obtenir. Ça, c'est le premier point. S'agissant de l'association du carnaval, je crois que effectivement, vous n'avez pas complètement compris le dispositif. À partir de maintenant, on va leur payer leur subvention chaque année en juin, en juillet, comme on va le faire là. On va délibérer pour leur subvention chaque année au mois de juillet, puisque chaque année, ils vont avoir besoin de cette trésorerie pour pouvoir constituer le carnaval de l'année suivante. Donc en fait, on est en train de décaler. Voilà. Après, très sincèrement, vous me demandez des documents. Je crois savoir que vous étiez à leur assemblée générale. J'espère que vous leur avez fait part de vos doutes sur le fait que si tout le monde faisait comme eux, on n'irait pas bien loin. Parce que c'est bien aussi de pouvoir s'exprimer clairement devant les gens et de pouvoir dire face à face ce qu'on pense d'eux. Moi, je vais leur dire très face à face ce que je pense d'eux, c'est-à-dire que bien évidemment, la ville sera toujours à leur côté. Et chaque fois qu'ils auront besoin de nous, on sera là pour eux, parce qu'on leur fait confiance. Parce que c'est ça aussi la façon de fonctionner que nous avons, nous, avec le tissu associatif. L'idée n'est pas de dépenser de manière totalement inconsidérée les fonds publics, mais l'idée, c'est que quand on a des partenaires qui sont en difficulté, ils savent où nous trouver. Et le carnaval fait partie de ces partenaires historiques de la ville qui saura toujours où nous trouver. Alors c'est juste une petite remarque. Nous, bien sûr que nous voterons comme d'habitude pour ces délibérations qui sont pour nous très, très importantes et nous sommes vraiment satisfaits à la fois pour les enfants et les adultes qui travaillent à l'école que finalement notre programme de 2020 vous a inspiré puisque la végétalisation des cours d'école faisait partie de notre programme mais pas du vôtre.
Alors, je reprends le premier paragraphe de la délibération. La ville d'Albi est membre du service commun aux ressources humaines piloté par la communauté d'agglomération. Ce service répond aujourd'hui à l'essentiel des besoins, mais il ne dispose pas d'interne de compétences en psychologie du travail. Répond aujourd'hui à l'essentiel des besoins, ce n'est pas ce que relevait le fameux audit sur les risques psychosociaux. Il disait, je cite, « Le service aux ressources humaines semble être sous-doté, voire débordé et dépassé par les demandes. » Je saisis donc l'opportunité de cette délibération pour vous demander où en sont les préconisations de cet audit. Certaines étaient à faire dans les 3 à 6 mois. Le rapport a été remis il y a plus d'1 an. Par exemple, pour le bilan social, qui compile les données chiffrées sur les emplois, le turnover, l'absentéisme, les rémunérations, les conditions de travail, la formation des agents, etc. C'est un document obligatoire. Or, lors de l'audit, le dernier bilan social datait de 2019. L'audit signalait d'ailleurs, je cite, « l'absence très problématique d'indicateurs et l'urgence de renforcer le système d'information et de suivi des ressources humaines. » Ma première question, le bilan social a-t-il été actualisé? D'autre part, cette délibération portant sur la santé au travail, qu'en est-il du service de médecine du travail et santé-prévention dont vous aviez signalé la démission du médecin du travail à l'origine d'un des 2 signalements aux risques psychosociaux? Enfin, si le psychologue du travail permet de prendre en charge les conséquences de la souffrance au travail, il n'est pas en son pouvoir d'en traiter les causes. L'audit avait assez largement diagnostiqué ces causes, donc ma dernière question est quelles dispositions ont été prises depuis pour les traiter? Merci. Merci beaucoup à vous pour ce beau message d'enthousiasme et de confiance qui va me donner l'occasion, une fois de plus, de féliciter notre directrice des ressources humaines mutualisées, de féliciter l'ensemble des équipes qui travaillent à ses côtés et qui œuvrent d'arrache-pied au bien-être de nos collaborateurs, quelle que soit leur collectivité d'origine, au bien-être de nos collaborateurs au travail. Les choses avancent, soyez-en rassurés. Et à vos côtés, bien évidemment, je vous propose que nous les remercions pour ce qu'ils font pour nos agents. La meilleure preuve de l'attractivité de nos collectivités est qu'effectivement, nous avons des gens qui veulent venir travailler ici, nous avons des gens qui se sentent bien quand ils travaillent ici, il y a des gens qui effectivement font des choix de vie, des choix de carrière, mais très objectivement, les choses se passent bien et j'insiste, notre directrice de ressources humaines et l'ensemble de ses collaborateurs, ils sont pour beaucoup. Je ne vous permettrai pas de leur savonner une nouvelle fois la planche avec vos insinuations tout à fait détestables. Non, donc, vous si ne les aurez pas. Bien, ce ne sont pas des questions. Ce ne sont pas des questions. Vous savez, pourquoi madame. Ce ne sont pas des questions. Madame, vous ce savez, sont des questions. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Madame, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Nous sommes élus au même titre que vous madame, dans ce conseil municipal. Ne vous énervez pas. Vous pouvez me le dire 150 fois. N'ayez pas peur. Madame, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout va bien. Justement, simplement, je pose des questions très précises. Vous aurez des réponses. Elles n'ont aucun lien avec la délibération. Elles sont juste là une nouvelle fois. Pas de réponse. Elles sont juste là une nouvelle fois pour stigmatiser, pour mettre le doute, pour donner un petit peu d'anxiété. Absolument pas. Donc, absolument pas. Ce sont des questions. En plus, je me suis appuyée exactement sur des phrases de l'audit. C'est-à-dire que ce n'est pas l'audit. Mais ce n'est pas le sujet de la délibération. Ce n'est pas le sujet de la délibération. Alors, je suis contente que vous on est quand même sur des questions de santé au travail. Oui, mais on parle de délibération, madame. Je pose la question par rapport à ça. C'est très bien. Posez toutes les questions que vous voulez. Oui, madame Maringo, vous avez la parole. Vous ne me faites aucune réponse. Non, madame Maringo, vous avez la parole. Encore une fois, les Albigeois apprécieront que quand je pose des questions, mais vous savez, vous voulez que je vous dise, madame, ne faites pas votre victime, madame, ne faites pas sans cesse votre victime. Moi, je peux vous dire ce qu'ils apprécient, les Albigeois. Ils apprécient d'avoir des agents du service public qui font bien leur boulot, qui s'occupent d'eux, qui sont attentifs. Ils apprécient d'avoir des agents du service public qui sont bien dans leur travail et ils apprécient d'avoir des élus qui les respectent. Madame Maringo, à vous la parole. C'est justement le sens de mon intervention.
Alors, j'apprécie que vous me Madame coupiez encore Maringo, le, à vous la encore parole. le Merci. micro. C'est-à-dire qu'il y a un audit qui a révélé Naïma. ces points-là. Naïma, vas-y. Je pose simplement la question de Madame- savoir quelles sont les réponses. Madame le Où maire. en est-on? Et je pense que ma question est Allez, tout à Madame fait Maringo, c'est légitime. à vous. Bon, ok, on note que vous ne voulez pas répondre à ces questions précises, qui sont des questions légitimes. Je m'appuie Alors, sur un audit vous savez qui n'a quoi? pas été commandé par moi. Écoutez, Voilà. Madame, saisissez la CADA. Je ne répondrai pas parce que visiblement vous avez beaucoup de temps à faire perdre aux autres. Saisissez la CADA, faites ce que vous voulez. Je ne répondrai qu'aux questions ayant trait aux délibérations. Alors, par rapport à ce bâtiment, donc effectivement, il est noté que c'était vieillissant. Et je voulais savoir si vous aviez prévu un plan pluriannuel d'investissement pour ce bâtiment. Merci. On a prévu un plan d'investissement puisqu'il ne vous aura pas manqué de voir qu'actuellement on est en train de faire des travaux sur ce bâtiment. Donc bien évidemment qu'il y a un plan d'investissement qui va être déployé. Là on commence en étant en train de refaire notamment tous les sanitaires et les halls d'accueil et la signalétique. Et au fur et à mesure on continuera à développer les investissements.